Des idées à déplier. Des idées à déplier, la liberté à déployer. Nous déployons ici plusieurs conversations, à 2, 3 ou 4 voix, pour échanger sur notre monde en mutation. Au travers de chaque échange, donner envie de se questionner, relancer les débats, chercher, ouvrir de nouveaux horizons, raviver l'esprit critique au-delà des pensées mâchées. Car c'est en femme ou en homme libre que nous pouvons manifester les choix qui vont conditionner nos vies et avoir un impact autour de nous, sur toutes les catégories du vivant. Alors, bonjour à tous. On est vraiment, encore une fois, très heureux de vous retrouver. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de vraiment que Michel vous raconte les expériences concrètes qu'il a faites avec certaines communautés un peu partout dans le monde, parce qu'on trouvait que c'était vraiment intéressant aussi pour vous dire que, du coup, il y a vraiment des expériences, il y a vraiment des choses qui existent déjà. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, ce qui nous a paru vraiment très intéressant dans ces rencontres, dans ces expériences de rencontres, c'est que ce sont des communautés qui, justement, font société différemment et sont des incarnations très concrètes de, justement, ce translocalisme ou ce cosmolocalisme dont parle Michel, c'est-à-dire des communautés qui font société en dehors des frontières géographiques. On va voir comment aussi ils vont développer des formes de commun. Donc, bonjour Christine, bonjour Michel. Je ne sais pas, Christine, si tu veux dire un mot avant qu'on donne la parole à Michel et qu'on voyage avec lui. Merci pour le partage. Ce que je voulais simplement dire à nos auditeurs, c'est que en fait, cet entretien vient à la suite et à la fin de tout un parcours d'entretien qu'on a mené ensemble, qui sont à la fois en vidéo avec Prenez Place et en podcast avec Altercop, et qui ont pour objectif de retracer dans le détail la compréhension de cette évolution de civilisation que Michel a eu la gentillesse de nous partager. Donc, ça a donné lieu à 7 entretiens pour arriver à comprendre et expliquer, et 2 débats, un qu'on a fait ensemble et un que Michel a fait avec 3 autres personnes pour arriver à avoir des clés de compréhension et de lecture. Et on s'est dit que cet entretien pouvait être précieux parce qu'on pourrait croire que ça n'est que théorique et conceptuel, et là, Michel va nous partager des expériences concrètes réelles et dire que c'est en train d'advenir et que ça peut peut-être nous inspirer comme étant une façon d'être au monde nouvelle et une façon de faire société, comme tu disais Emmanuel, d'en tirer des catégories pour peut-être voir si c'est exportable. Voilà, et la suite, Michel va nous la raconter. Donc, on vous remettra tous les liens en description pour ceux qui auraient loupé un épisode. Je te donne la parole, Michel, et on embarque avec toi. Merci encore une fois de m'inviter, mais je voudrais juste peut-être faire un petit cadre pour expliquer pourquoi je trouve ça important, cette expérience que je vais raconter. Donc, il y a d'un côté des communs physiques, donc qui sont quand même revenus. Donc, on peut dire que les communs avaient été largement occultés, surtout en Occident, donc en Europe, aux États-Unis. Mais certainement depuis 2008, il y a une recrudescence de personnes locales qui se remettent en branle pour recréer des communs, que ce soit autour de la nourriture biologique, la nourriture saine, l'habitat plus collectif, transport partagé, etc., etc. Donc, j'ai pu travailler là-dessus. J'ai fait une étude dans la ville de Gand, où on avait par exemple vu qu'il y avait 50 projets en 2008, il y en avait déjà 500 en 2016. Ceci dit, ces projets sont quand même souvent très localisés, ils sont très sous-capitalisés. Typiquement, c'est souvent 2 personnes qui ont un demi-salaire d'une ONG et qui vont travailler 16 heures par jour pour rendre possible ces projets. Mais néanmoins, ça se fait, c'est en croissance. 10 sur 10 ans, c'est pas rien, hein, c'est quand même significatif. Et je dois dire que c'est un peu quand même dans le monde entier.
En tout cas, moi, j'ai pu voyager le continent américain, Amérique latine, Europe. J'ai quand même beaucoup vu, même Afrique du Sud, j'ai vu ce genre de projet. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Puis, ce que j'ai raconté aujourd'hui, c'est plutôt un autre pendant. C'est des gens qui sont en train d'essayer de créer des vies, on va dire, qui sont pas ancrées nécessairement dans une géographie particulière. Donc, c'est des gens qui ont développé une sorte de nomadisme aujourd'hui. Alors, je fais attention de ne pas idéaliser ce monde-là non plus, mais je crois que c'est significatif. Et à la fin, peut-être, de notre entretien, je vais peut-être présenter l'idée que ce qu'il faut, en fait, c'est cette convergence de ces deux mondes-là. C'est-à-dire un monde qui est vraiment ancré dans le physique, mais qui est sous-capitalisé, et un monde qui est translocal et qui est presque surcapitalisé d'une certaine façon. Et je vais un peu expliquer ce que je veux dire avec tout ça. Voilà. Alors peut-être aussi dire quand même une sorte de contexte personnel. Donc, il y a eu Covid. Donc, du coup, moi, j'étais quelqu'un qui voyageait beaucoup. Je vivais en fait souvent de mes invitations, hein. Les gens m'invitaient pour parler dans des conférences, des festivals culturels, etc. Et puis, il y a eu Covid et ça a changé énormément de choses. Et en fait, mon premier voyage, euh, après donc cette période d'isolation, et j'avais beaucoup hésité, c'était au Monténégro. Alors, j'explique un peu, pour expliquer le Monténégro, le contexte. Donc, en 2009, il y a eu l'écriture d'un white paper, comme on dit en anglais, qui a établi l'existence du Bitcoin. Alors, encore une fois, on peut beaucoup critiquer le Bitcoin, mais il y a quelque chose qui est important au niveau du Bitcoin, c'est que c'est la première forme d'argent translocale mise en échelle qui ne dépendait pas d'un État ou d'une entreprise. Donc, je parle premièrement de l'argent national, hein, l'euro et le dollar, etc. Et d'autre part, on peut parler des air miles, donc une sorte de monnaie, mais qui dépendent de grandes multinationales. Donc ici, c'était quelque chose quand même très innovateur. Donc une monnaie qui dépendait d'un protocole digital et où les gens avaient confiance dans ce protocole. Donc, je le dirai en anglais, socially sovereign currency, donc une monnaie socialement souveraine. Encore une fois, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je mets ça entre parenthèses, c'est ce pivot historique qui m'intéresse dans ce cas particulier. Alors, deuxième étape, donc pour faire fonctionner Bitcoin, il y a une comptabilité qu'on appelle la blockchain. Ça, c'est pas rien non plus, hein. C'était la première fois dans l'histoire humaine qu'on a une comptabilité universelle. Donc, c'est-à-dire dans le monde entier, les gens peuvent rejoigner Bitcoin et après tous les services qu'on va programmer au-dessus, et ils sont dans une comptabilité intégrée mondialement. Ça, c'est par rapport aux comptabilités qui existaient auparavant. Donc, la comptabilité à double entrée qui est justement uniquement une entreprise qui peut voir si elle s'enrichit ou si elle s'appauvrit, ou un État dans ses comptes nationaux qui fait la même chose. Ici, on est dans un écosystème ouvert. Et donc, sur base de cette comptabilité, il y a un projet qui s'est lancé qui s'appelle Ethereum. Et en fait, l'idée essentielle, on appelle ça Web 3, c'est de recréer le Web 1, c'est-à-dire le Web pair à pair, l'Internet à l'origine, mais avec toutes des méthodes de protection pour pas et qui puissent retour être centralisé. Donc ça, c'était un peu on va dire, la 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 fi l'idéologie de départ de Ethereum, c'était de créer une sorte de nouvelle infrastructure décentralisée, numérique, mais qui serait liée à cette blockchain qui avait été créée par la Bitcoin. J'espère que vous me suivez toujours. Voilà. Alors, ça tout de suite, ça a pris un engouement. Donc, il y a vraiment des dizaines de milliers de développeurs qui se sont mis à travailler sur ce projet, qui a aussi trouvé son propre financement puisqu'ils ont lancé leur propre token, hein, donc leur propre monnaie qui n'est pas Bitcoin, mais qui est Ether.
Et du coup, donc voilà, s'est lancé ce projet petit à petit et puis ça a pris de l'ampleur. Et donc ça a créé ça, c'est pas nouveau en soi parce que ça existait déjà dans le monde open source. Donc ça a créé, une sorte de réseau de gens, qui travaillaient dans le monde entier sur le même projet, hein, comme Linux, comme Arduino, comme tout ce qu'on peut s'imaginer aujourd'hui dans le monde open source. Et je rappelle aux gens qui nous écoutent que 80% de tous les logiciels dans le monde aujourd'hui sont basés sur l'open source. Donc ce n'est plus quelque chose de marginal, c'est quelque chose qui est complètement déjà intégré dans nos infrastructures numériques, mondiales. Mais si tu veux, il y a quand même une sorte de problème, c'est comment on crée culture dans ce monde-là. Quand tout le monde, hein, ne ne se voit pas tout le temps, fait des Zooms, fait des StreamYard et cetera. Comment est-ce qu'on crée communauté? Comment on se crée culture? Alors dans le mode open source, c'était déjà fait, hein, avec des conférences. Il y a des conférences annuelles, il y a des conférences nationales, il y a des conférences régionales. Enfin, donc il y a toute une infrastructure qui se crée autour de ça. Mais je crois qu'Ethereum a fait quelque chose de nouveau. Et alors peut-être encore ajouter, c'est très important aussi à savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une population nouvelle de nomades digitaux. Le dernier chiffre que j'ai pu voir, c'est 50 millions de nomades digitaux. Donc, ce sont des gens qui travaillent avec un travail de codage, du travail symbolique, hein, avec le langage, le marketing, du code logiciel, du design partagé, enfin, tout ce qui est finalement lié à l'ordinateur et qui n'est pas lié à un endroit physique particulier. Donc, ce sont des gens qui, a priori, sont capables de travailler ailleurs que chez eux. Ils ne sont pas obligés d'aller à l'usine, ils ne sont pas obligés d'aller au bureau. Ils peuvent faire du travail en distanciel, qui peut évidemment être dans le pays même, hein. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des nomades digitaux, mais par exemple, ma fille s'est acheté une petite maison dans la Creuse, où c'est encore pas cher. Et c'était un village qui était abandonné il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a 70 personnes. Je suis belge, hein, donc 70 personnes qui se sont réinstallées dans un village près de Felletin dans la Creuse. Juste pour dire que même en France, il y a un mouvement néo-rural mais il y a des gens aussi qui quittent le pays. Alors pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Faut peut-être aussi l'expliquer. Donc généralement, les gens qui travaillent dans le numérique sont des gens qui sont relativement bien payés, en tout cas mieux que, on va dire, la moyenne, hein, de beaucoup de gens qui sont dans le monde physique, dans l'industrie du service, etc., sont très très mal payés en général. Ces gens-là sont plutôt bien payés. Et comme ils sont bien payés, mais ils doivent pas être à l'endroit où, un endroit précis, donc est venue quand même l'idée de faire une sorte d'arbitrage géographique. Hein, donc si je gagne, je vais donner un exemple, si je gagne 4 000 $ que je travaille pour une firme technologique en Californie et que je viens vivre en Thaïlande, où moi je vis, par exemple, à Chiang Mai, ben, on peut très très bien vivre avec 1 000 $. Donc du coup, c'est créer un mode de vie où on gagne assez bien sa vie, on choisit un pays où on dépense beaucoup moins, et du coup, on peut épargner. Donc comme beaucoup de ces personnes sont aussi très motivées par le monde open source, logiciel libre, et la connaissance partagée, souvent le mode de vie devient un mode de vie où on va travailler 18 mois pour un projet et puis on a assez pour pendant 2 3 ans, travailler pour des projets qui ne sont pas nécessairement rémunérés. En plus, hein, on met là-dessus, la croissance de valeur des monnaies crypto et on voit qu'il y a tout un monde qui s'est créé avec des gens certes privilégiés, hein, puisque effectivement ils sont bien éduqués, ils ont des capacités qui sont en demande et donc ils sont bien rémunérés et ils peuvent voyager. Mais il ne faut pas sous-estimer, quand on parle de 50 millions de personnes, c'est 5 fois la Belgique quand même. Donc juste pour vous dire que même dans un monde avec 7 milliards d'habitants, ce n'est pas rien quand il y a cette masse flottante de personnes qui bougent. Mais on voit aussi que ça pose des problèmes psychologiques. C'est pas donné à tout le monde d'aller vivre dans un autre pays
est-ce qu'on a des amis? Comment est-ce qu'on tient en contact? Enfin, il y a beaucoup on peut voir qu'il y a des problèmes psychologiques et culturels et de collectivité qui se posent avec ce mode de vie. Voilà, tout ça pour créer un certain cadre. Et donc, à un moment donné, Vitalik Buterin, qui était qui est le fondateur de Ethereum, il s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, enfin, il faut qu'on prenne une initiative culturelle de création de vie commune. Et il a invité les gens à un village temporaire, le premier, qui s'appelait Zuzalu. Et Zuzalu, ça s'est fait au Monténégro, hein, un petit État montagnard dans les Balkans, hein, près de la Serbie et la Croatie et tout ça. Et moi, j'avais beaucoup hésité parce qu'effectivement, c'est pas du tout, a priori, c'était pas mon monde. Et il faut aussi dire que l'idéologie de ces milieux est souvent très, très libertaire et c'est pas nécessairement une idéologie qui me plaît. Donc, j'avais beaucoup hésité avant d'y aller et j'ai été invité en particulier par un groupement qui me plaisait. Donc, c'est le groupe Network Nations. Donc, c'est un workshop continu et extraterritorial qui est organisé par Primavera de Filippi, qui est directeur de recherche à la CNRS, qui a une communauté utopique qui s'appelle Fetopia, quelque part en Bourgogne, dans un château. Personne très intéressante et qui m'invite chaque fois à faire ces Network Nations workshops. Et du coup, donc, ça me, donc je peux y aller sans dépenser mes propres fonds. Et juste pour dire quand même que je suis pas béat hein, par rapport à ça. Donc, dans, c'était dans une ville côtière où on ne pouvait pas rentrer avec sa voiture si on n'était pas propriétaire d'une maison. Donc, du coup, pour vous dire que c'est pas le peuple hein, qui habitait là. Alors, les Monténégrins pouvaient venir, mais ils devaient marcher 20 minutes à partir d'un parking pour quand même dire qu'il y avait des obstacles, hein, que ce n'était pas quelque chose qui était comme ça populiste. Voilà, Ça n'était pas ouvert. normalement, il fallait payer pour y être et puis il fallait louer un appartement. Donc, c'est quand même des coûts qui sont pas négligeables pour beaucoup de personnes. Et donc, je peux dire que j'avais quand même un a priori négatif et cette partie de ma critique, elle n'a pas disparu. Euh, Ce qui était bien à Monténégro, c'était justement quand même le pluralisme. Donc, c'est qu'il y avait d'un côté des gens libertaires, des gens qui s'intéressaient à la longévité, voire même à l'immortalité. Donc, il y avait des sous-cultures que beaucoup de gens peuvent trouver un peu bizarres. Euh, et moi aussi d'ailleurs, je ne suis pas, a priori, pas du tout dans ce monde-là. Et, mais il y avait aussi justement ce groupe, hein, Network Nations, qui était un groupe qui était plutôt de tendance progressiste, hein, avec par exemple le Blockchain Socialist, Joshua Davila, qui a écrit un livre, Blockchain Radicals, qui était là. Il y avait Amir Taki, qui s'est battu au Rojava avec les Kurdes. Enfin, il y avait des personnages de tous bords et très intéressants. Mais moi, ce qui m'a frappé, ça, je vais quand même le raconter, même si ça peut paraître peut-être un peu un détail, mais à un moment donné, je suis assis à une table, il y a quelqu'un qui nie la crise climatique, il y a quelqu'un qui est un investisseur vert, un impact investor, et il y a quelqu'un qui adhère aux idées de Jem Bendel, Deep Adaptation, donc qui croit finalement qu'il est un collapsiste, hein, qui croit que c'est déjà trop tard et que la meilleure chose à faire, c'est se préparer pour après le collapse. Mais ce qui m'avait frappé, et ça j'avais plus vécu depuis des années, hein, dans notre monde de polarisation politique, c'était que ces gens se parlaient poliment et sans animosité. Et moi, ça m'a fait un choc salutaire. Je me dis, tiens, ça, on en a besoin dans la société, c'est très difficile, et ici, c'est possible. Et alors, évidemment, ma réponse, elle est toute faite parce que je pensais déjà comme ça avant, c'est les communs.
Alors, qu'on adhère ou pas à ce milieu, il y a une chose qui les lie et c'est la croyance dans, la décentralisation. Qu'ils soient de gauche, du milieu ou de droite ou libertaire, ça n'a peu n'importe, ils croient tous qu'en collaborant à la co-construction de cette infrastructure décentralisée, que ça va être bon pour tout le monde. Et donc ils sont unis. Pardon. Oui, vas-y, Christine. Je reformule juste, leur commun, c'est les communs. C'est ça que tu dis. Ce qui les unit, leur commun, c'est les communs. C'est un commun de construction de technologies décentralisées. Donc ils sont tous en train de faire un commun qui est par nature décentralisé, qui sont donc des technologies qui sont, contre la censure, pour la protection de la vie privée, qui ont un design technologique pour éviter des concentrations, etc., etc. Donc il y a quand même, voilà. Et ça les unit. Et ça leur donne une force. Parce que, évidemment, comme ils sont liés à une crypto-monnaie, que cette crypto-monnaie peut monter et descendre, ce qui est quand même intéressant, c'est de savoir que quand ça perd 2 tiers de sa valeur, ça n'arrête pas. Ça n'a jamais arrêté. Donc c'est un mouvement qui existe depuis 10, 15 ans, qui ne s'est jamais arrêté. Donc qui est basé sur quelque chose qui est beaucoup plus fort que ce qu'on pourrait croire parfois de l'extérieur, que c'est un mouvement spéculatif. Non, 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 pas du tout. Non, c'est un mouvement de croyance. Et alors, je vais peut-être faire mon petit laïus là-dessus, hein. Donc, il y a cette idée que les religions mondiales étaient, selon Kojin Karatani dans son bouquin dont j'ai parlé dans la série The Structure of World History, donc la structure de l'histoire mondiale. Donc, on essaie de recréer le monde convivial à un niveau de complexité technologique et sociétale plus haute. Et donc ça a été essayé par les religions, qui sont toujours d'abord des sortes de révolutions prolétaires avant de devenir des religions impériales. Ça a été essayé par les grands mouvements sociaux du monde industriel, le marxisme, le fascisme, le libéralisme. Donc il y a cette poussée messianique, hein, c'est pas simplement un intérêt matériel. Et moi je crois qu'aujourd'hui, dans une ère de désintégration des structures du monde industriel, ça prend la forme justement de ces communautés constructives. Donc moi je prétends que ce sont aussi d'une certaine façon, même s'ils sont tout à fait séculaires, hein, des communautés où il y a une sorte de foi. Et cette foi, c'est une foi dans la décentralisation. Donc c'est une foi non rationnelle, c'est un choix de vie qui finalement les lie entre eux, malgré les différences qu'il peut avoir sur beaucoup d'autres points politiques. C'est pour ça qu'on peut avoir le petit-fils de Milton Friedman et le blockchain socialiste, finalement, qui se parlent dans le même milieu et dans la même communauté. Ce qu'ils partagent, c'est qu'ils sont tous les deux en train de travailler sur une infrastructure décentralisée. Et à l'intérieur de ça, évidemment, ils ont des différences. Donc ça, c'est important. Et moi, ça a fait tilt parce que, justement, j'avais quand même aussi beaucoup souffert personnellement de cette polarisation et de choses qui m'étaient arrivées. Donc j'étais euh, très sensible à ce point-là. Et moi, ça fait un clic. J'ai dit, voilà, il y a une vraie communauté ici. Et donc ça, c'était ma première expérience. Et là, j'ai par exemple rencontré des gens avec qui je travaille encore aujourd'hui, hein, les Global Chinese Commons, donc une communauté crypto-nomadique de langue chinoise qui est organisée dans le monde entier pour stimuler les efforts des développeurs de langue chinoise dans le monde Ethereum. Et comme ça, il y avait plein de communautés que j'ai pu rencontrer dans cet endroit-là. Alors, ma deuxième expérience, toujours invitée par Primavera Philippe, ce sera Esmeralda. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que Zuzalu a explosé, en fait, dans le bon sens, dans le sens que les gens étaient tellement, apparemment, contents de cette expérience. Ils trouvaient ça tellement probant que beaucoup des gens qui ont été là ont voulu refaire la chose
avec des amendements. Et donc, du coup, il y a eu une explosion dans le monde entier d'événements post-Zuzalu, on va dire, avec des noms différents. Par exemple, moi, j'étais à Zoo Connect, ça c'était à Istanbul. Et puis, j'étais à Edge City Esmeralda, qui était en Californie. Et juste quand même pour dire aussi, alors je vais arriver à Chiang Mai, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, à Esmeralda, qui était euh, dans le nord de l'État de Californie, où ils sont en train, en fait, de bâtir une vraie communauté physique permanente. Donc, aujourd'hui, il y a des grands projets, hein, avec des financements pour faire, par exemple, quelque chose qui va s'appeler Switzerland, Switzerland, qui sera un terrain où ils vont bâtir une nouvelle ville. Alors, je ne sais pas, vous connaissez un livre qui est un peu légendaire, qui s'appelle Bolo Bolo, par un anarchiste suisse, où il propose une sorte de structure à 5 niveaux qui part du quartier, enfin voilà, tu vois, une sorte de société conviviale. Voilà, avec une thèse, même il a écrit une thèse qui s'appelle le cosmolocalisme. C'est un peu différent de ma vision, mais enfin, c'est le même vocabulaire. Et donc, ils veulent créer cette ville en Suisse. Un autre projet sur Vancouver Island, donc l'île de Vancouver, aussi assez grand. Donc, il y a des projets aujourd'hui avec des gens qui veulent créer des communautés permanentes dans des endroits particuliers. Donc, Esmeralda a une version temporaire et une version physique qui est en construction et ils ont tous les deux le même nom. Mais voilà, bon. Donc, Esmeralda, c'était 1000 personnes et déjà 17 événements par jour. Et il y a eu comme ça Zoo Georgia, Zoo Thailand, tu vois, il y a eu Edge City, Chiang Mai, enfin, il y a eu une explosion de ces villages temporaires. Et alors, ce qui va se passer en Chiang Mai, c'est ça qui est unique, c'est la première fois qu'ils vont se rencontrer. Donc, création, explosion et confédération. Et quand même sur un temps assez court, hein, sur 2 ans. Hmm. Et donc, voilà. Donc, maintenant, j'arrive finalement à expliquer ce qui s'est un peu passé à Chiang Mai. Pardon, Donc, il y pardon, juste avait. Michel. Pardon. Oui, juste, parce que je sais pas, ça m'intrigue. Du coup, tu dis à Esmeralda, il y avait 17 événements par jour. Est-ce que tu peux juste nous dire, enfin, qu'est-ce que c'était que ces événements? Est-ce que c'était des conférences? Est-ce que c'était plutôt des choses où les gens participent? Enfin, qu'est-ce que c'était que ces événements? Alors, c'est assez varié. Donc, il y a, disons, un niveau qui est niveau technologique, hein. Donc, c'est soit expliquer des projets technologiques, hein, qu'est-ce que c'est ZKP, qu'est-ce que c'est. Euh, enfin, il y a beaucoup de nouveautés technologiques qui se font dans ce monde-là et donc qui doivent être expliquées. Donc, ça se fait. Il y a des hackathons. C'est Donc ça. là, c'est plutôt. C'était une nouvelle Voilà, il y a version. pas mal d'hackathons. Hmm. Et des hackathons, hein, pour les gens qui connaissent peut-être pas, c'est du travail en commun. Pendant 2 jours, on dit, voilà, on va faire ça. Et chacun travaille ensemble d'une façon spontanée, essaie de faire le maximum sur 2 jours pour mettre sur pied un nouveau projet numérique. Euh, alors, il y a des mapatons, hein, où on fait des cartographies en collectif. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui se passent. Mais il y a aussi, et ça c'est important, je vais peut-être aussi le mentionner parce que j'ai écrit un article là-dessus. Il y a un côté que moi j'appelle épicurien. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est des gens qui sont quand même, et je ne sais pas d'où ça vient, mais je constate, hein, que dans cette culture, il y a euh, un énorme attention sur le bien-être psychologique et physique. Et j'aimerais bien vous expliquer quelques mots pourquoi j'emploie le mot épicurien. Donc, quand on lit Spengler, dont j'ai parlé, hein, dans la première émission, donc le déclin de l'Occident, donc il dit que chaque civilisation est comme un organisme biologique qui a sa naissance, sa croissance, maturation, déclin et collapse.
Et donc, ce qui est intéressant, si on croit ce point de vue, et moi je crois qu'il est productif, hein, j'y crois pas à 100%, mais je crois que c'est productif de prendre cette hypothèse pour vrai pendant un certain temps et puis voir ce que ça donne. C'est que ça devient intéressant de comparer ce qui se passe à la fin d'une civilisation. Donc, pas comparer la Chine aujourd'hui à l'Europe d'aujourd'hui, mais comparer la fin de la civilisation européenne à la fin de la civilisation chinoise il y a 2000 ans, par exemple, ou à la fin de l'Empire romain. Et donc, par exemple, qu'est-ce qu'on voit à l'Empire romain? C'est qu'il n'y a plus d'utopie, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens ont quand même vécu pendant 200 ans dans une sorte de déclin permanent. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'espace pour l'utopie, mais il y a quoi? Le stoïcisme, donc c'est-à-dire se détacher des événements mondains et garder le calme au centre, hein. Donc, au centre de l'ouragan, il y a le calme. Il y a les chrétiens, ne focalisez pas sur ce monde-ci, mais sur le monde transcendant, sur le Dieu transcendant. Mais il y a aussi les épicuriens. Les épicuriens, c'est des gens qui disent focalisez-vous sur vos amis et votre jardin. Il y a 400 jardins épicuriens à la fin de l'Empire romain. Et c'est pas des hédonistes, c'est-à-dire pas des gens qui recherchent le plaisir gratuit, c'est des gens qui recherchent le plaisir équilibré et qui ont une sorte de spiritualité intégrative entre l'immatériel et le matériel. Donc, c'est des gens qui, d'une certaine façon, essayent de vivre en équilibre la spiritualité et le monde matériel. Et moi, je trouve que je retrouve ça dans ces communautés. Donc, c'est des gens qui prennent des bains glaciales le matin, pas tous, hein, mais il y en a. Donc, tous les matins, il y a des cérémonies. Ils font des cérémonies qu'ils appellent des cérémonies de cacao. Il y a des séances de remerciements collectifs, enfin, des choses que je trouve très sain quelque part. Donc, on voit qu'il y a un vrai souci de la collectivité et de l'individu. Et donc, il y a du yoga, donc, tu vois, il y a pas seulement le numérique, il y a tout Mmh. un côté. Et alors, ce qui est frappant, c'est le nombre de femmes dans ces milieux. Et ça, c'est pas évident non plus, parce qu'il y a que 20% des femmes qui étudient les sciences numériques. Donc, et c'est en train de diminuer. Donc, a priori, il n'y a pas énormément de femmes dans le codage propre. Eh ben, il y a pratiquement 40% de femmes. Et pourquoi? Parce qu'il y a tout ce reste. Parce qu'il y a la facilitation, il y a l'organisation de la communauté, il y a du marketing, il y a du graphisme. Enfin, il y a plein de choses qui sont pas uniquement faites par les Ah, masculins. Il y a des codeuses aussi, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des codeuses, mais relativement, il y a moins de codeuses pour justifier le nombre de femmes. Parce que souvent, quand on va dans des conférences open source, on voit quand même qu'il y a souvent, c'est très, très masculin. Et bien là, beaucoup, beaucoup moins. Donc, mmh. il y a quelque chose de différent. Et moi, je trouve que c'est ça, évidemment. Ça veut dire qu'il y a plus qu'une vraie vie. Et aussi, alors, il y a aussi beaucoup d'attachement à la notion de traumatisme, presque un peu trop, à mon avis, parce que, sans doute parce que je viens d'une autre génération. Enfin, moi, je viens d'une génération où on a quand même beaucoup travaillé sur soi, mais c'était quand même aussi, enfin, c'était parce qu'on se sentait mal, on voulait pas, on n'aimait pas quand même non plus être totalement focalisé sur ce qui allait pas dans notre vie. Donc, voilà, j'ai quelques réactions parfois quand je vois la place que prend la conscience des traumas dans ces communautés. Mais on parle beaucoup de traumas, etc., etc. Pardon, Michel, mais quand tu dis du coup trauma, c'est-à-dire en fait, Mais il y a des qu'est-ce qui... workshops, il y a des réunions, il y a, il y a des rituels, il y a plein de choses qui sont placées sur le vocable de trauma processing. Et donc, D'accord. de cette vision, et moi je crois peut-être que Christine serait peut-être d'accord avec ça, hein, que pour avoir une meilleure société, il faut pouvoir traverser ces traumatismes, devenir conscient de ces traumatismes pour pas les répéter vers une nouvelle génération.
Donc je dis pas que je suis opposé à ça, hein, dans une façon, Et du coup, c'est des traumatismes collectifs ou des traumatismes les 2, individuels? il non, OK, mais aussi des femmes qui ont eu des événements, dans leur vie, tu vois? Enfin, ou des gens qui ont été d'accord, abusés dans leur enfance. Il y a toute la panoplie, mais il parle aussi justement, oui, de traumatisme collectif, d'un pays ou d'accord. un Je pays qui a voudrais été en guerre, rajouter enfin des choses comme ça. je voudrais rajouter quelque chose puisque tu me lançais la perche. Je crois que ce qui rend, inconfortable, c'est la notion d'estime. C'est-à-dire qu'on n'est pas on était nous dans des générations qui avons travaillé sur nous, enfin pour ceux qui l'ont choisi, et qui ont cherché à régler les traumatismes individuels pour s'occuper des traumatismes, collectifs. Sinon on ne serait pas là en train de faire ce qu'on fait. Mais la différence, c'est que, on est d'une génération de l'intime, c'est-à-dire qu'on racontait pas forcément à la terre entière le processus de résolution intérieure, tandis que dans la société narcissique dans laquelle on est dans un extime, et ça va, enfin, on est en train d'en arriver à la saturation parce que, du coup, Oui. ça devient excessivement envahissant. Moi, c'est un peu ce que je ressens, en fait, c'est ça. Je trouve que c'est un peu trop et que c'est toujours enfin, c'est assez répétitif, mais bon, voilà. Et du Oui, coup, ça peut prendre la main, mais là, tu vas nous contredire puisque tu es dans l'expérience de ces communautés. Mais en tout cas, nous, où on est, ça peut prendre la main sur le contenu qui est à produire. Enfin, je pense à des moments où on va faire des fresques, des ateliers, dont l'objectif est d'arriver à produire quelque chose qui va servir au commun. Et quand les gens sont trop focalisés sur leur trauma, ça prend les 3/4 de l'atelier et finalement, il y a plus de tout à fait. disponibilité pour aller produire quelque chose qui aura un intérêt J'ai vécu collectif. ça, tout à fait, de première main, donc je sais exactement de quoi tu parles. Effectivement, moi-même, j'ai organisé un summer school, pour la fondation Père à Pair, mais c'était pas moi qui l'avais vraiment organisé, donc j'avais prévenu l'organisateur: «Fais attention parce que nos collègues, hem, qui étaient des thérapeutes, hein, j'ai dit: «Attention, ne pas faire que du processus, il y a un apprentissage à faire. On a, on a on a la connaissance à partager aussi. Il y a une transmission qui doit être faite en même temps». Et ben, effectivement, comme malheureusement je les avais pas suivis de près, quand je suis arrivé en Irlande, c'était, 80 du processing de trauma, Mmh mh. et j'ai trouvé que sur la semaine, on n'a pratiquement rien Produit. fait de productif. Alors, c'est pas que les gens étaient pas contents, eux, ils avaient besoin de ça, mais moi, j'étais frustré par rapport au projet, politique et sociologique que je portais, et voilà. Alors, je continue, hein, sur ma lancée. Donc, j'insiste déjà sur l'expérience, en Californie, de cet apprentissage collectif intense et permanent, donc en quoi Chiang Mai est différent? C'est justement qu'ils se sont confédérés. Donc il y a eu au moins 12, mais en fait, il y en avait plus, mais au moins 12 officiels, 12 communautés qui ont décidé tous ensemble de se rencontrer à Chiang Mai. Chiang Mai qui est déjà, pour quand même un peu situer, un des pôles mondiaux qui attire les nomades digitaux. Il y avait un groupe Facebook avant Covid déjà qui avait 25 000 personnes, Chiang Mai Digital Nomads, et après ça a explosé. On a énormément de Chinois qui sont venus s'installer, donc des jeunes digitaux, hein, des jeunes générations chinoises, qui se sont installés. Il y a un Network Nation, donc un réseau nation qui s'appelle Forces.io avec lequel je travaille, qui a 2 endroits physiques à Chiang Mai, donc 28 appartements et un grand centre dans les montagnes, où les développeurs chinois viennent s'installer pendant quelques mois et puis ils continuent leur chemin. Donc il y avait déjà ça, mais il y a eu cette explosion et spécifiquement articulée comme une confédération, comme un archipelago. Donc ça s'appelait Chiang Mai Archipelago, hein, qui est, l'idée d'Édouard Glissant, que je connais pas très bien, mais je sais qu'en France, ça a une certaine popularité, donc de créer des liens, non hiérarchiques,
entre des communautés avec des ponts et des rituels de rencontres, etc., etc. Donc il y a eu ça. Alors là, il faut se dire, je ne sais pas combien de personnes il y avait, mais je ne sais pas s'il y avait 1000 ou 2000 ou 10 000, mais il y avait 12 communautés telles que celles que j'avais connues en Californie où il y avait 1000 personnes. Ben, il y avait 12 de ces communautés à Chiang Mai. Certains étaient chinois, Shanghai Wu. D'autres étaient Invisible Garden pour des développeurs. Edge City était là, enfin, Funding the Commons, il y avait des résidences, il y avait, mais vraiment, c'était extraordinaire. Et je dois dire, c'était presque trop, parce qu'il faut un peu s'imaginer que quand, déjà, si avec 1000 personnes, il y a 17 événements, imaginez-vous combien d'événements il y a quand il y a 12 groupes. Et moi, j'étais invité 2 fois par jour pour faire des interventions, tous les jours, les week-ends inclus. Euh, Ça a duré jusqu'au 7 novembre. Puis au 7 novembre, tout ça a déménagé vers Bangkok. Là, il y avait quelque chose qui s'appelle DEFCON, qui est biannuel, donc où les gens d'Ethereum se revoient. 10 000 personnes avec 800 événements supplémentaires. Waouh! Donc 10 000 personnes dans le centre, mais 800 événements Périphérique. avant, pendant, après, autour de DEFCON. Donc, il faut quand même s'imaginer qu'il y a une échelle là, hein, qui est quand même extraordinaire. Et donc, encore une fois, mais l'atmosphère était très différente parce que DEFCON, c'est sponsorisé, c'est hyper professionnel, c'est organisé par des entreprises. Enfin, tu vois, c'était Chiang Mai, il y avait une sorte de magie collective et conviviale qui était vraiment unique. Mais à la limite du trop, hein, parce que cette intensité pendant 5 semaines, enfin voilà. Et il y a des gens qui ont craqué, hein, j'en ai connu qui se disent, voilà, après une semaine, j'en peux plus. Et ils sont partis une semaine dans les montagnes et puis ils sont revenus après. Donc c'était très très intense. Euh, voilà. Ce Alors que je ici, je voudrais bien introduire quelques concepts pour expliquer un peu mieux ce qui s'est passé là. Oui, Ouais, juste avant les concepts, justement, merci. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est une nouvelle version d'hackathon, sauf que les hackathons, avant, c'était 24 heures ou 48 heures, et là, 5 semaines, ça met une intensité tout à fait particulière. C'est juste pour les auditeurs pour qu'ils voient l'enchaînement, parce que les hackathons, c'était il y a quelques oui, temps, il y a eu un engouement, puis ça s'est un peu arrêté. Enfin, arrêté. C'est devenu très, très, très minoritaire, alors que tout le monde en faisait. Et là, ça ressurgit avec une nouvelle forme, une nouvelle méthode, et avec cette singularité de l'intensité numérique. Pas que, hein, puisque là, tu oui, parles de rencontre physique, mais ce modèle est questionnant. On ne va pas le questionner là, mais voilà, je voulais juste attirer l'attention sur ce oui, point-là, oui, et je te repasse la oui. parole pour les catégories. J'aimerais aussi te poser une question du coup sur ces hackathons. Donc on est d'accord, donc c'est un processus de création collective. Et donc tu l'as dit, enfin si j'ai bien compris, il y a donc à la fois des choses sur vraiment le code, quoi, le codage, après des choses peut-être plus sur plus philosophique. Je mets de côté là tout ce qui est trauma, etc. Mais sur vraiment la question de la création, de la production. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses justement plus culturelles ou plus artistiques, tu vois, où il y a une part vraiment Oui. de création, mais pas que de création enfin, technique ou, Alors, il y a beaucoup de fêtes, hein, des rituels de pleine lune. Ça plutôt quand même plutôt néo-païen qu'autre chose, je crois, au niveau de la sensibilité. Oui, il y a des résidences d'artistes pendant. Et D'accord. il y a eu des expositions même d'art numérique ou en tout cas qui a quelque chose à voir avec le numérique. Euh, Beaucoup de musique.
Heu et en fait, je dirais que faire communauté, c'est très important. Donc je crois que ça, on va peut-être y venir, hein, mais donc là, on pourrait déjà introduire l'idée de network nation, hein, de nation réseau. Donc il y a une vraie demande, un vrai désir d'aller au-delà de l'État-nation. Et Mmh. ça peut prendre différentes formes. Donc il y a une forme, je dirais, plutôt radicale libertaire et plutôt mercantiliste, qui est donc sous le vocable de l'État-nation, le livre de Balaji Srinivasan. Et ça, c'est presque, voilà, rassembler des fonds, acheter des terres, négocier avec des États pour obtenir des souverainetés digitales physiques. Mais c'est le virtuel qui crée le physique dans ce cas-là. Mais c'est presque souvent des idées de special economic zones, donc un peu comme ce qui est l'idée de Dubaï, hein, à l'origine. Donc penser Hong Kong, penser, tu vois. Donc l'idée, c'est presque des États corporatistes où plutôt que d'être citoyen, tu es membre d'une entreprise et tous les services publics sont faits par des entreprises. Donc c'est des idéologies ultra-libertaires, on va dire. Et de l'autre côté, donc c'est plutôt les gens que je fréquente, c'est plutôt donc Network Nation, les, les, euh, des nations réseau, euh, où on stresse beaucoup plus l'aspect communautaire, la culture commune, peut-être on cherche de nouvelles formes de citoyenneté, etc., etc. Donc il y a cette polarité, hein, et beaucoup de choses au milieu, sans doute aussi, mais il y a quand même un vrai désir euh, de, d'identité collective qui dépasse l'État-nation et qui sont, on va dire, des tribus affectives, un peu dans le genre de Michel Maffezoli, hein, qui était dans nos dernières conversations. Donc, c'est des sortes de constitutions de tribus non territoriales. Alors, juste pour quand même éviter les critiques, quand on dit non territorial, c'est clair qu'on a tous un corps, que notre corps est dans un espace bien physique, mais je crois quand même qu'il faut insister que ces gens essaient d'avoir une liberté relative par rapport à des endroits spécifiques. Donc, ils dépendent toujours d'une géographie, mais ils sont capables de faire une sorte d'arbitrage d'endroits différents. Et après, j'ai toute une critique là-dessus, mais on peut peut-être la garder jusqu'à la fin. Euh, mais voilà, donc il y a cette idée donc d'être relativement libre d'une géographie particulière, voire de créer sa propre géographie. Donc, c'est-à-dire de créer des gouvernances beaucoup plus spécifiques pour des gens qui ont des idées beaucoup plus spécifiques. Donc, ils essaient de vivre leur vie en même temps dans on va dire, dans un espace virtuel, hein, où ils peuvent se rencontrer dans le monde entier, mais ils auraient peut-être leur petit Vatican, si on veut, tu vois. Ils auraient des endroits où ils peuvent aller, où leurs idées sont plus radicalement appliquées. Et du coup, Michel, Donc, pardon, sur cette question de la gouvernance, du coup, qu'est-ce que tu as vu comme type de gouvernance mise en œuvre, en fait? Est-ce que vraiment ils pensent vraiment cette question? Est-ce que, par exemple, tu vois, est-ce qu'ils font des ateliers pour travailler sur des formes de constitution ou je sais pas, ou des règles, en fait, de gouvernance euh, je dirais pas encore vraiment. Donc, et je trouve que c'est encore sous-pensé. Et ça dépend des milieux, hein, mais les milieux, il y a des milieux très libertaires, évidemment, que je viens d'expliquer, hein. Pour eux, en fait, c'est si tu laisses le marché se réguler, ça va aller tout seul, si tu veux. Donc, tu vois, mais leur truc, leur exemple historique, c'est la Ligue hanséatique en Allemagne ou la République marchande hollandaise au XVIIe siècle. Enfin, ils ont des références.
Mmh. D'autres, ils parlent d'agorisme ou de panarchie, donc ce sont des idéologies libertaires particulières, hein, qui sont peut-être pas très connues, mais qui ont chacun un peu leur chapelle, hein, hem, mais alors il y en a beaucoup qui sont pas, complètement libertaires, qui sont ou même pas libertaires du tout. Il y a vraiment un pluralisme, mais c'est pas une génération hyper politique, hein, donc je trouve que il y a peut-être pas une forme de pensée, heu, c'est, heu, c'est beaucoup plus encore dans le feeling, dans le désir, et on est un peu dans un présent éternel. Mmh. Ils font beaucoup d'exercices de: «Quel est le monde que vous voudriez?» Ça, c'est très, très commun. Donc, c'est toujours, «What is the world you wish for?» Et alors on part évidemment de l'idée qui est discutable, hein, que qu'on peut créer le monde qu'on désire. Justement, qu'être dans ce monde tel qu'il le désire, comment ça se passe, tu vois? Enfin, que Oui, alors qui c'est qui je vais te décide? l'expliquer. Voilà, Oui, qui c'est oui. qui décide? Est-ce que c'est Alors hiérarchique? Est-ce que c'est l'État? Est-ce c'est que très bon, mélangé. a priori non, C'est puisque c'est décentralisé, mais Oui. Alors, par exemple, je viens d'écouter des critiques, donc Balaji Srinivasan qui est, hein, le hyper libertaire et très à droite aux États-Unis. Donc il vient de créer une école de réseau, Network School en Malaisie. Et il y avait 3 personnes dans mon groupe qui avaient été, chassées de là parce qu'ils avaient critiqué le chef. Ça, c'est très mal vu quand même dans le milieu, je veux dire. Donc ce niveau d'autoritarisme est très mal vu dans ce milieu et beaucoup des gens, jasaient, là-dessus, donc ils critiquaient Balaji pour, avoir créé cette atmosphère. Donc ça, c'est un on va dire peut-être une sorte de déviance un peu, autoritaire, mais qui est mal vue dans le milieu dans sa totalité. Hem, alors quand même, il y a beaucoup, beaucoup, comme dans le monde open source, à ce qu'on appelle, benevolent dictatorships, des dictatures, bienveillantes. Mais il faut voir que dictature, c'est pas le bon mot. C'est presque des monarchies bienveillantes. C'est-à-dire que c'est les gens souvent qui ont commencé le projet, qui ont un poids surdéterminant. Mais comme c'est un truc qui est basé sur beaucoup de volontariat, qu'il y a très peu de gens qui sont payés et donc il y a beaucoup d'enthousiasme, hem, donc c'est un peu, justement, ça marche comme l'open source où chacun fait plus ou moins ce qu'il veut, mais il y a toujours un cadre, qui fait l'arbitrage et ce cadre est rarement choisi et c'est un cadre qui est organique, si on veut. D'accord. Et là, on peut toujours faire la critique qui a déjà été fait dans un texte très connu qui s'appelle «La tyrannie du manque de structure», hein, The Tyranny of Structuredness, qui a été écrit dans les années 70 par une féministe, Jo Freeman, qui dit que quand l'autorité est informelle, elle est plus dangereuse parce qu'on ne sait pas où elle est et elle ne se déclare pas, mais elle a un vrai pouvoir. Donc ça, c'est une critique qu'on peut faire. Ceci dit, là où ils font beaucoup d'efforts, et ça, c'est évidemment à voir avec cette mentalité digitale, qui dans le pire des cas est une sorte de technocratie, c'est-à-dire ils connaissent la science numérique. Ah, ils ont fait, des études à l'université, computer science, game theory, donc la théorie des jeux et l'économie libertaire, hein, Austrian economics, l'économie de l'école autrichienne. Il y a quand même un cadre, je dirais pas tout le monde, mais peut-être 25 des gens qui sont quand même assez, fixés dans cette idéologie, qui croient que ça, c'est suffisant pour interpréter, le monde. Alors, par exemple, ce que je trouve très prometteur, moi, c'est quand même tout cet effort, de créer un équilibre entre le capital et le travail. Et j'ai trouvé un mot, que je connaissais pas, chez, Platon et Aristote qui s'appelle timocratie, l'équilibre temporaire entre l'aristocratie et le monde du travail. Heu et donc ça se voit, par exemple, dans les méthodes de votation, hein, par exemple, quadratic voting. Donc quadratic voting, c'est, donc chacun a des tokens Mmh.
mais si tu as un token, tu as une voix. Pour avoir une deuxième voix, tu as besoin de 4 tokens. Pour avoir une troisième voix, tu as besoin de 16, donc c'est quadratique. Et donc, en fait, ça déplace le pouvoir de ceux qui ont de l'argent pour acheter des tokens vers ceux qui reçoivent des tokens pour leur travail. Hmm. Et donc ça, c'est très positif parce que ça met le poids du choix chez les contributeurs. Et donc, ce qui est intéressant dans ma propre théorie, évidemment, de cette transition vers du mode marchand vers le mode contributif, c'est que le capital est revu et interprété comme une des contributions. Hmm. D'accord. Et donc, ils se rendent compte qu'ils ont besoin de capital, mais en même temps, le capital est diminué dans son influence par cette méthode de votation. Et il y a plein de choses intéressantes, hein. Donc, ils s'autotaxent pour financer le travail collectif. Il y a beaucoup d'innovations dans ce domaine. Maintenant, ils ont même des arbres de décision où ils retracent. Donc, ils font maintenant déjà du financement rétroactif. Donc, une Oui. reconnaissance rétroactive du travail qui a été fait auparavant pour l'écosystème. Et donc, pour éviter on va dire, la corruption humaine, ils font des analyses numériques pour voir quel code dépend de quel code. Et comme ça, les gens qui ont écrit le code du départ, ils vont chaque fois recevoir un petit peu. Hmm. Euh, il y a des choses. Donc ça, je trouve très bien dans ce milieu que ça existe, ce genre de renouveau de la pensée, de la gouvernance, mais souvent avec la théorie des jeux et des méthodes objectives. Hmm. Euh, Merci. Alors, donc, tu as déjà énoncé quelques catégories là pour commencer. Donc, tu as pu mentionner la question des communs, c'est ça qui fédère les gens. En plus d'un talent spécifique à l'origine qui est le codage et donc la culture numérique. Mais comme tu dis, dans ces communautés qui se rassemblent, il n'y a pas que ça. Il y a des personnes qui sont présentes aussi avec d'autres talents. Bon, tu as dit plutôt des femmes, enfin un équilibre homme-femme de par des contributions différentes. Ce que pointait Emmanuel, c'était dire donc est-ce qu'il y a une évolution, une modification de la gouvernance? En fait, vous avez mentionné deux choses. C'est quel est l'ancrage politique dans lequel ils sont, et là tu as dit que ça pouvait être très pluriel, et ils savent en discuter sans se battre. Donc il y a une qualité de dialogue qui permet d'arriver à échanger sur l'essentiel qui sont les communs, tout en ayant des points de vue différents et des contributions au monde différentes. Et la gouvernance qui est comment est-ce qu'on prend des décisions qui a l'air d'être peut-être pas totalement traitées, mais quand même il y a une volonté de rationalisation, d'objectivation pour anticiper les corruptions, pour essayer de répartir autrement le pouvoir et qu'il ne soit pas concentré sur la notion du capital. Tu as donc parlé de cette notion tout à fait singulière et particulière que tu appelles cosmolocalisme. Donc, ce que je te propose peut-être pour conclure ce moment ensemble, c'est est-ce que tu peux euh, expliquer les différentes catégories qui sont singulières à ce moment de l'histoire de la civilisation, qui reprennent des choses que tu as pu écrire comme cosmolocalisme, civium, etc. Voilà, si tu veux et voilà, bien. donc Civium, je vais commencer avec celui-là. D'accord. Donc ça, c'est une notion qui vient de Jordan Greenhall ou Jordan Hall, qui est assez connu dans le milieu numérique. Et donc, en fait, c'est sa notion de civilisation post-géographique, si on veut. Euh, alors, il introduit sa notion avec une référence à la superlinéarité qui vient d'un livre sur l'échelle, Scale, de Geoffrey West. Donc, il dit il y a des trucs, il y a des phénomènes qui sont sublinéaires et superlinéaires. Sublinéaire, par exemple, c'est le cerveau humain du bébé. Donc, c'est-à-dire que quand un bébé est né, il y a le poids du corps, le poids du cerveau. Quand il double son corps, le cerveau augmente seulement de 85%. Donc, il y a une perte d'efficacité quand il y a la mise en échelle. Par contre, une ville, tu doubles euh, le nombre d'habitants d'une ville,
les, les relations sont exponentielles, les relations potentielles. Et en fait, en réalité, ça revient à 115%. Donc, tu doubles la ville, il y a 115% plus d'innovation et d'apprentissage dans une ville. Et donc, il dit, le civium, c'est remplacer la ville par du non géographique, par l'intensité numérique non géographique. Alors évidemment, ce que Jordan Hall anticipe, c'est pas encore ce que je viens de décrire, mais ce serait plutôt une sorte de réorganisation géographique. Donc il y aurait de plus en plus des gens quittent les grandes villes pour l'installer dans des petites villes, voire des villages qui seraient totalement numérisés et donc où en fait on serait beaucoup moins isolé et qu'on peut avoir une vie culturelle riche et plus riche même que dans les villes parce que dans les villes il y a beaucoup de phénomènes négatifs dans les villes. Mais donc, dans un certain sens, ce qu'on peut voir à Chiang Mai, c'était les prémices de la construction d'un civium, c'est-à-dire la capacité humaine de créer de l'apprentissage d'une intensité supérieure à celle qu'on a connue dans les civilisations basées sur l'urbain. Donc, c'est une sorte de prédiction du post-urbain. Et moi, j'ai trouvé que c'était quand même très, très impressionnant, cette capacité d'auto-apprentissage collectif très, très intense, qui se fait dans ces milieux-là. Et donc ça, c'est le civium. Deuxième concept, c'est Sinus. Et je ne sais pas de qui ça vient. Je sais que Brian Eno l'a employé et Kevin Kelly. Et l'exemple qu'il donne, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu de la musique rock dans les années 60, et en particulier pourquoi c'est venu de l'Angleterre. Et il dit la raison, c'est simple, c'est qu'il y avait du chômage rémunéré. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de jeunes gens sans travail, mais qui avaient assez d'argent pour s'acheter des instruments et donc de passer leur temps d'une façon productive et artistique. Et donc, ça crée une scène, et c'est cette scène qui a créé le genius. Donc, le genius crée le genius. Tu ne peux pas avoir de genius, de génie individuel, si tu n'y as pas d'abord une scène collective. Et donc, moi, j'ai expérimenté ça comme cette scène collective que le Web3 s'est créé une scène collective très, très productive au niveau culturel, intellectuel, etc. Euh, et donc, donc, il faut voir, ces gens étaient dispersés, se sont rassemblés, se sont redispersés, mais vont sans doute se re-rencontrer. En plus, ils sont toujours ils sont en mouvement. Donc, ils vont à Bali, ils vont à Chiang Mai, ils vont à Tenerife, ils vont à différents endroits. Donc, tout ça crée quand même une intensité d'apprentissage assez impressionnante. Donc, ça bouge beaucoup, ça bouge vite. Il y a des désavantages, hein, c'est très fragmenté, c'est très difficile de consolider. Et peut-être aussi employer le mot isonomique. Euh, et l'isonomie, c'est ce livre aussi de Kojin Karatani où il dit que en Ionie, avant la création de la démocratie athénienne, il y avait cette liberté dans les villes sur la côte turque où les gens pouvaient se déplacer d'un endroit à l'autre et donc les villes devaient rester attrayantes pour ses citoyens. Et c'était en fait peut-être pas formellement démocratique, mais c'était des villes où il y avait énormément de liberté. Et d'un certain sens, le milieu Web3 est aussi isonomique parce que les gens peuvent sortir et rentrer euh, des, de ces communautés. Alors, je voudrais terminer parce que je sais que le temps est presse. Donc, quand même, une critique fondamentale, c'est que tous ces milieux ne sont pas liés à la production matérielle. Hein. Donc, je rappelle ce que j'avais dit dans une des émissions. Donc, on a d'un côté des gens qui sont dans la résilience, la régénération locale, mais qui ont du mal à être mis de se mettre en échelle et qui sont relativement vulnérables aux pressions
d'un État-nation hostile et d'un capital transnational. Et d'un autre côté, on a ce réseau Web3 qui est capable de coordonner du travail et avec des moyens financiers considérables et de créer une nouvelle infrastructure numérique décentralisée, mais ils ne se sont pas encore rencontrés. Et moi, je crois que ça, c'est la priorité, c'est-à-dire créer des liens, un vrai cosmolocalisme, parce que Mm. là, on est dans le cosmisme, hein, il faut bien, on n'est pas dans le Mm. localisme, on est dans le cosmisme. Ouais. Et d'un autre côté, on est souvent dans le localisme. Et c'est la synthèse entre les deux sur laquelle on doit travailler. Donc, il faudrait que au moins une partie de ces gens dans ce milieu cosmique se rendent compte de leur dépendance sur l'état de santé social et écologique du monde physique et décident de devenir le lien. Et donc, moi, je m'imagine, donc, il y aurait des guildes biorégionales avec des gens qui sont motivés pour régénérer leur économie et leur écologie locale, mais il y aurait aussi des cadres voyageants qui sont un peu le catalyste et augmentent la capacité d'apprentissage de toutes ces localités. Donc, qu'ils ont la connaissance du réseau collectif. Mais moi, j'irai encore plus loin. Je trouve qu'il faut des modalités de copropriété entre le local et le cosmique. Je Mm. crois que les locales doivent se confédérer, créer des structures souveraines, aidées par le numérique, et par ce biais-là, attirer des formes de capitaux qui sont compatibles avec les communs. Voilà, donc c'est un peu sur lequel je travaillais, mais on est à la fin. Mais je voulais quand même le dire. Donc, la question n'est pas d'être béat par rapport à cette nouvelle culture, simplement de dire il y a des choses qui se passent, c'est très intéressant, et là, il y a des choses là qu'on va pouvoir employer aussi pour la transformation du monde. Donc, en connectant le travail positif qui se fait des deux côtés de cette polarité locale et cosmique. Merci pour cette mise en scène. Et Emmanuel, peut-être je te laisse la parole. Moi aussi, il me semble que c'est cette convergence qui est vraiment essentielle et qui, du coup, permettra vraiment l'émergence de ce monde qui vient. Tant qu'elle n'a pas lieu, en fait, est-ce qu'il y a déjà des endroits de convergence? Est-ce qu'il y a des projets où il y a déjà cette convergence en action? Moi, je pense, par exemple, à ce que disait Paul Daoust d'Holochain, où Paul, c'est ce qu'il disait, que lui partageait son temps entre justement une activité de codeur et une activité de production concrète. Il disait qu'il développait Oui, des outils pour justement gérer, créer des comptabilités, etc., pour de la ouais, ouais. production matérielle, en fait. Oui, alors dans le local, il y a quand même beaucoup d'open source, ça c'est sûr. Ce qui manque quand même, c'est cette capacité d'être financé. Donc moi, je Mm. crois que ça, c'est supplémentaire, hein, et Ouais. souvent, je fais l'analogie avec la fin de l'Empire romain, où à un moment donné, ce qui restait de l'élite romaine et qui donc ne pouvait plus porter des armes à cause de la domination germanique, eh ben, a commencé à soutenir les églises chrétiennes Mm. comme contre-pouvoir. Et donc ça a été un moment important en Occident. Euh, et donc là, on n'en est pas encore là, mais c'est là que je voudrais en venir en fait. C'est créer des formes d'investissement compatibles avec les communs. Euh, et donc l'idée, c'est, on a aujourd'hui l'État-nation qui a été submergé par la finance transnationale, et soit on augmente l'État, ce que je crois que c'est peut-être pas une bonne idée, soit en fait on essaie de créer des infrastructures orientées vers les communs, mais qui sont translocales et qui vont être un contre-pouvoir. Et là, je crois qu'on va quand même avoir besoin des capitaux et qu'il n'est pas suffisant de faire l'open source gratuit.
qu'il faut aussi entrer dans des productions soutenables aussi. Donc, ils peuvent payer les gens qui travaillent et qui font le travail, etc., etc. Euh, Mm. mais oui, il y a plein de choses qui se passent aussi dans le monde Web3. Il y a ReFi, Regenerative Financing, il y a BioFi, Bioregional Financing. Donc, il y a des tendances, il y a des projets, puis il y a Sarafou, hein, avec Ludovic, qui est Oui, quand oui, même oui. un très bel Qui est un très exemple parce bon que c'est exemple, très, ouais. très Ouais, local. Et en même temps, il a mis la blockchain et tout ouais, ça dessus. ouais. Donc, il y a cette connexion cosmique qui aide le local à avoir plus de succès. Donc, c'est Mm. sûr qu'il y a des exemples, mais c'est encore, disons, par rapport à la masse, c'est encore marginal, quoi. Par Ouais. rapport aux 3 trillions de dollars qui sont en train de flotter là dans le monde crypto, la partie qui est effectivement dédiée à la régénération est quand même encore marginale. Donc, Ouais. il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. En tout cas, l'intérêt de ce partage, et merci. En tout cas, moi, ce qui m'anime, c'est vraiment d'arriver à avoir une vision globale pour arriver à comprendre quelque chose qui, paradoxalement, est en émergence. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus facile d'avoir un regard sur quelque chose qui est plutôt fixé parce que ça a eu lieu, ça a avancé, ça s'est cassé la figure, etc. Alors que là, notre défi, c'est d'arriver à regarder ce qui est en train d'émerger, tout en ayant des catégories pour arriver à apprécier, pour faciliter non pas l'influence dessus, parce que je pense que par essence, c'est des systèmes qui apprécieraient pas une influence extérieure, mais plutôt pour les nourrir de réflexion, pour dire voilà, là vous avez des bifurcations de décisions possibles, et si vous allez là, voilà ce qui pourrait se passer, et si vous allez là, voilà ce qui pourrait se passer. Et donc ça, pour moi, ça permettrait plus facilement de réussir ces convergences si on sait, enfin si on a des scénarios assez fiables entre les leçons du passé, l'observation du présent et par conséquent le futur. Parce que quand tu parlais d'imaginer le futur, on est dans un joyeux, modèle, partagé partout qui est complètement utopico-vert, vert au sens, de la spirale dynamique. On mettra les liens dans les commentaires. Et pour moi, c'est pas réaliste. C'est-à-dire que voilà, il faut quelque chose qui soit beaucoup plus détaillé et qui soit beaucoup plus nourri. C'est pour ça que quand tu parlais tout à l'heure de la question, c'est normal de nettoyer nos traumas et c'est vachement bien. Mais si on ne produit pas une connaissance qui permet de comprendre ce qu'on est en train de vivre, ben, on risque de faire des prises de décision émotionnelles, ou je ne sais pas quoi, moi, sur d'autres critères. Et on louperait l'occasion de bifurcation alors elle nous est vraiment offerte, quoi. C'est un peu ce que j'essaye de faire, hein, Christine. Donc, j'ai donné déjà 4 fois mon cours civilisationnel Mmh. et qui est quand même prisé dans ces milieux parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont un manque. Et donc, il y a une réflexion qui commence à se faire sur le long terme. Et j'ai aussi beaucoup réfléchi à toi parce que, donc ça, j'ai pas raconté, mais après, j'ai été encore une semaine sur une île thaïlandaise avec un groupe qui s'appelle Zoo Garden. Et donc, très épicurien, hein, comme nom, hein, Zoo Garden, mais inconsciemment, hein, ils ne connaissaient pas Épicure. Et j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu avais une fois dit sur la couleur jaune dans la spirale dynamique, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment déjà des éléments de cette forme de conscience qui était très, très fort ancrée dans cette communauté. La façon dont ils se respectaient, ils se travaillaient sur eux-mêmes, ils travaillaient sur le collectif. Ils faisaient des séances de remerciements avant de partir. Enfin, c'était vraiment, il y avait une sorte d'autoréflexion communautaire, un respect mutuel. Et je disais, si on pouvait vivre comme ça, dans la longueur, ce serait vraiment pas mal du tout. C'était une vraie joie d'être là pendant cette semaine. Et ce sont quand même des gens qui, dans leur vie aussi, essayent, hein, d'être dans le vert, mais alors dans le vert écologique, hein, qui sont vraiment des gens qui ont des activités où ils essayent d'avancer l'équilibre écologique dans le monde. OK. Un petit mot de conclusion, Michel, et Emmanuel sans doute? Non, faire des ponts, hein, voilà. Il faut toujours faire des ponts et j'espère que je peux un peu contribuer
à faire comprendre, disons, à ces nomades digitaux, le besoin d'un ancrage Mmh. avec le monde productif et du monde productif d'être, alerte aux capacités nouvelles qui sont créées par ce monde-là pour renforcer le local. Le cosmo-local, c'est le cosmique pour renforcer le local. Merci. Mais oui, Emmanuel, merci vas-y. Michel. Merci Michel et merci beaucoup Christine. Oui, ben, à notre mesure aussi, finalement, l'idée de Prenez Place, il y a aussi, à l'origine, cette dimension-là, hein. C'était l'idée de faire se rencontrer, des gens, voilà, des cryptomonnaies ou du digital, alors à travers la question monétaire au départ, hein. Bon, maintenant, on a quand même on a ouvert et élargi et j'avais quand même envie de dire qu'il y a des ponts qui se créent, notamment entre les monnaies locales et la June. Il y a plusieurs groupes de travail qui essayent de tisser des liens et d'imaginer, une autre monnaie qui justement, ferait converger, la blockchain de la June avec le localisme des monnaies locales vers un translocalisme du coup il y a aussi d'autres expériences, entre les monnaies locales et des blockchains, qu'on avait évoquées notamment vers Clermont-Ferrand, donc voilà, il y a des choses et on prenait place nous aussi. On croit que on croit que qu'il faut que ces gens se rencontrent et essayent de créer quelque chose ensemble et comme tu le dis Michel, que ceux qui sont dans le dans le cosmique prennent aussi conscience, qu'ils ont besoin déjà en fait de ce qui est créé, concrètement, physiquement, localement et que ceux qui sont, plutôt, pour le localisme essayent de peut-être dépasser une sorte d'appréhension, ou de rejet, du monde digital un peu parfois, un peu a priori. Donc voilà. Mais un grand merci Michel. Moi je trouve que c'était vraiment chouette de traverser avec toi et de vivre aussi, à travers toi ces expériences, concrètes là de ces communautés, vraiment. Donc, je trouve Et on juste a pour, fait un chouette ajouter, pour pas voyage. que vous croyiez que je suis toujours dans ces milieux, éthérés, je reviens de l'Inde, où j'ai passé 2 jours avec les communautés des communs des forêts. Mmh. Donc j'étais enfin, Super. avec le représentant à Delhi, j'ai pas été, dans les villages, mais on a eu 2 jours de discussion, pour voir si le digital pouvait être, une aide à des communautés, très défavorisées, au fin fond de l'Inde. Waouh! Donc, voilà, il faut et on travaille à tous les niveaux, hein. Magnifique qu'on se quitte là-dessus, hein. Merci, Au revoir Merci, merci à Christine, au toi revoir et Manuel. merci beaucoup Christine. avec plaisir. Au revoir.